En France, on a un problème avec l'argent. Vrai. Investir, c'est pour les riches. Faux. Les banques s'enrichissent sur le dos des Français. Vrai. Bonjour, je suis Vincent Grard, je suis le directeur France de Trade Republic et aujourd'hui, on va parler d'argent. Les femmes investissent mieux que les hommes. Vrai. Le meilleur investissement, c'est la pierre. Vrai et faux. On doit investir dans la crypto-monnaie. Vrai. Investir ne comporte aucun risque. Faux. Avec 50 € par mois, je peux investir. Vrai. Trade Republic ne révolutionne pas l'épargne. Faux. Les Français gèrent mal leur argent. Ça se discute, mais vrai. Il faut créer une banque européenne. Elle existe, la Banque Centrale Européenne. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Faux. Je peux devenir riche en investissant. Vrai. Tout le monde peut être riche. Vrai. Investir, c'est démocratique. Vrai. Investir renforce les inégalités. Faux. Les Français ont peur de l'argent. Vrai. Et faux en même temps. Si j'investis, je peux tout perdre. Vrai. Un investissement est aussi puissant qu'un vote. Vrai. Mon salaire peut reposer uniquement sur mon investissement. Vrai. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ennemi des Français, c'est le monde de la finance ? Non, c'est pas l'ennemi. La finance fait partie du quotidien des Français, si tu veux. L'argent fait partie du quotidien des Français. C'est ce qui permet aux gens d'acheter des choses, c'est ce qu'ils reçoivent quand ils vont travailler, si tu veux. Donc tu peux pas supprimer complètement ce concept de finance. Je pense que les propos de François Hollande sont aussi plus sur l'encadrement et l'intégration et une réduction des inégalités, ce qui est complètement louable. Après, c'est pas ce qu'on voit actuellement sur le gouvernement actuel, tu vois. C'est deux politiques différentes. Mais non, la finance n'est pas l'ennemi des gens. La finance fait peur parce que les gens ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été formés ou éduqués. Est-ce qu'on joue sur ces peurs, justement ? Ce que je peux te dire, c'est que, simplement un exemple, tiens, je sais pas, tu as dû souscrire à un produit d'épargne déjà dans ta vie. Est-ce que tu as lu les 30 pages de conditions explicatives qui t'ont donné au moment de la souscription du produit ? J'ai essayé, mais j'ai vite abandonné. Trop compliqué, si tu veux. Ce sujet-là, je pense que qu'il est volontaire. Si tu veux. Qu'on complexifie les sujets de la finance volontairement pour laisser croire aux gens que c'est compliqué et qu'ils ont besoin des banques et qu'ils ont besoin des conseillers pour pouvoir investir correctement. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que c'est pas compliqué. Tu peux passer 5 minutes par jour pendant 1 mois, te former tout seul sur Internet. Tu vas passer 15-20 minutes à regarder un do-it-yourself sur comment construire ta buanderie tout seul en faisant un hack Ikea. Ouais. Bah, tu fais la même chose. 15 minutes sur comment investir mon argent correctement. Tu fais ça 2-3 fois sur 1 mois. Tu seras parmi les 10% les plus éduqués en France. Il faut trouver déjà les bonnes personnes qui nous expliquent les bonnes choses, parce que peut-être que c'est des arnaqueurs ou ça peut être des scams, parfois on n'est pas sûr. Donc c'est pour ça aussi quand on investit, il faut toujours faire ses recherches. Tu as raison, complètement. Le message, c'est surtout la connaissance est gratuite, elle est disponible. Tu vas sur YouTube, tu recherches des gens qui te donnent de la connaissance ou de l'éducation financière, t'en as plein. Et clairement, c'est gratuit. Si tu veux. C'est vraiment un déclenchement, un déclic que les gens doivent avoir. Tu passes une demi-heure à comparer les forfaits mobiles pour aller gagner 10 € par mois sur ton ancien forfait. Pourquoi tu fais pas la même chose sur les sujets d'argent ? C'est vraiment ça le sujet. Quand François Hollande il dit mon ennemi c'est le monde de la finance, il parle des stock options, tout plein de termes un peu complexes que justement c'est difficile à définir et à comprendre exactement ce que c'est. Je pense notamment qu'il évoque la crise de 2008 qui a choqué beaucoup de personnes et avec la gestion financière que personne ne comprenait vraiment et qui a causé une crise dont tout le monde s'est senti dépossédé. Est-ce que du coup on peut encore faire confiance justement à ceux qui gèrent l'argent des Français ? La confiance, ça s'accorde à partir du moment où tu n'es pas en capacité de comprendre toi-même. Donc tu délègues ce raisonnement à quelqu'un si tu veux. Si les gens commencent à s'intéresser au sujet, commencent à se former, le rapport à la confiance est complètement différent. Parce que tu vas commencer à comprendre de quoi on parle et tu vas pouvoir déjà, à minima, investir et décider comment tu veux investir de manière éclairée. Et tout le rapport est différent.
Et pourquoi on veut pas éclairer les gens? C'est pas un sujet qui est tombé dans l'opinion, dans le débat public. C'est pas un sujet qui est considéré comme prioritaire, et à tort. On a la chance en France d'avoir une population qui épargne beaucoup. Si tu veux, l'effort, quand on dit aux gens il faut investir, on parle pas d'un effort où on dit aux gens supprimer un resto sur 4 par mois. Parce qu'en fait, ça, ils le font déjà. Il y a 17% des revenus en moyenne qui sont mis de côté sur le salaire net. La moyenne européenne est à l'entour de 13%. Donc cet effort-là de prendre l'argent, de le mettre de côté, les Français le font déjà. Maintenant, c'est comment je tire parti de cet argent pour qu'elle grossisse et qu'elle vienne à la fin m'aider quand je serai plus en situation où je travaille. Mais le fait qu'on n'en parle pas, est-ce que c'est parce que justement les banques ont tout intérêt à faire en sorte qu'on s'y connaisse pas vraiment? Est-ce que Oui. c'est Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'éducation? Est-ce que c'est parce qu'il y a un tabou sur l'argent? Les gens ont peur de l'argent, donc ils n'en parlent pas? Les trois sont clairement liés. Les gens ont peur de l'argent, ils n'en parlent pas. Du coup, ils s'éduquent pas. Du coup, quand t'es pas éduqué, l'alternative, c'est tu vas avoir besoin de quelqu'un dit expert pour le faire à ta place. Donc, tu vois, c'est une sorte de cercle vicieux, en fait. Et oui, les banques utilisent ça complètement pour vendre des produits financiers qui sont plus ou moins margés, comme on dit, avec une marge plus ou moins importante, ce qui permet de faire vivre le système financier. Ouais. Et aujourd'hui, Tu peux le regarder très simplement, les records de profit des banques, les chiffres parlent. le but, c'est de faire du profit pour les banques? Bien sûr, Et de pas forcément, les banques sont des entreprises commerciales. Le but, c'est de faire du profit. Les banques sont des entreprises comme les autres, avec des actionnaires aussi. Le but, c'est de rémunérer aussi l'actionnaire au bout d'un moment pour la prise de risque qu'il a pris en investissant dans la société. Et pour réaliser du résultat net, tu as deux solutions. Soit tu augmentes ton chiffre d'affaires, soit tu baisses tes coûts. L'ensemble des banques travaillent à augmenter le chiffre d'affaires. mais est-ce que la majorité des banques ne fait pas leurs chiffres sur justement des entreprises ou des flux beaucoup plus importants que juste la petite épargne des Français? Est-ce qu'ils auraient intérêt du coup à maximiser leurs profits sur C'est quoi la petite épargne des Français? l'épargne du tout un chacun? Personne n'a, on prenait l'exemple tout à l'heure, personne n'a 600 000 €, enfin très peu de gens ont 600 000 Tu € connais sur la leur compte en banque. moyenne française qu'il y a sur les comptes courants? Tu vas me la dire. 18 000. Il y a en moyenne 18 000 € sur les comptes des Français par foyer fiscal en France, ce qui est énorme. Et cet argent-là, elle n'est pas rémunérée. Personne qui donne d'argent. La banque le prend, elle le place, elle te donne pas d'intérêt. Personne n'en parle. Tu trouves normal, toi, de devoir payer des intérêts quand t'empruntes à la banque? Tu fais un crédit conso, tu fais un crédit IMO, t'empruntes, tu payes des intérêts. Est-ce que tu trouves normal que la banque te paye pas d'intérêt sur ton argent? Parce qu'en fait, quand tu déposes ton salaire tous les mois sur ton compte bancaire, c'est comme si tu le prêtais à la banque. Parce que concrètement, l'argent, il reste pas sur le compte Il est bancaire. affiché sur ton compte, Ouais. mais derrière, Qu'est-ce la qui se banque, passe derrière? elle l'a placé à la BCE, par exemple. Donc mon argent, il est placé dans une autre banque? Oui, à la Banque Centrale Européenne. Ouais. Et la Banque Centrale Européenne, c'est placé tous les soirs, en fait, c'est en format journalier. Et la Banque Centrale Européenne, là, depuis septembre 2023, rémunère à 4% par an d'intérêt les dépôts que les banques leur donnent. Donc concrètement, Concrètement, j'ai mon salaire, je le mets à ma banque, Oui. classique. il te rapporte 0 à toi, Mais il rapporte 4% à ta banque. donc quand je le mets dans mon truc, la banque la met la BCE, et la Mhm. BCE leur donne 4% en plus de ce qu'ils ont mis. Oui. Donc sur mon salaire, il y a 4% en plus. La banque m'affiche toujours le même salaire. 4%, c'est un taux annuel, hein, je Oui, précise. ok, d'accord. Et donc ça marche comment? C'est tous les ans, ils mettent Tous des les dépôts? jours. Et à la fin de l'année, ils sont Non. rémunérés sur 4% ou Non, la compensation doit se faire de façon journalière, je pense. Ce que tu dis, c'est que nous, notre salaire, enfin l'argent qu'on met sur notre compte, c'est toujours le même qui est affiché. En revanche, la banque, elle, a gagné 4% en plus par rapport à cet argent. Mhm. Et Et tout le monde trouve ça normal. Parce que, en fait, ça fait 40, 50 ans que ça dure. est-ce que en c'est pas un France- modèle financier aussi qui permet pour les banques de se rémunérer? C'est un modèle, Qui est assez, on se dit, la banque me rend un service. c'est un modèle qu'on a tous connu. Toi, moi, c'est quelque chose sur lequel on est habitué. On n'a jamais eu d'argent sur... en tout cas, on n'a jamais touché d'intérêt sur l'argent qu'on a à la banque. Hormis celle qui est placée. Mais celle qui est disponible sur le compte courant, on n'a jamais touché d'intérêt. Petite session historique, ça dure depuis les années 60. En fait, dans les années 60, les salaires étaient encore payés en majorité en espèces.
Et l'État voulait pousser les gens à se bancariser. Mais parce que donc l'argent en espèces, les gens ne mettaient pas forcément l'argent dans les banques. Les gens n'avaient pas de compte courant. Le compte courant n'était pas aussi répandu. C'était pas obligatoire d'avoir un RIB Exactement. sous salaire, etc. Maintenant, c'est obligatoire. Dans les années 60, ça l'était pas. Et donc, l'idée, c'était de dire, pour inciter les gens à ouvrir des comptes bancaires, à déposer l'argent dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas leur faire payer de frais de gestion ou de frais de tenue de compte, on appelle ça. Donc, c'est les frais sur lesquels la banque se rémunère pour gérer ton compte, en fait. Ni le chéquier. Parce que le chéquier, c'est un document papier, ça coûte des frais d'imprimerie, et ainsi de suite. Donc, il y avait une sorte d'entente sur le fait que on ne te rémunère pas les intérêts sur ton argent, mais en contrepartie, on ne te fait pas payer ton moyen de paiement ni l'utilisation de ton compte. Ce qui est très bien, ce qui a fonctionné. Les gens ont ouvert des comptes bancaires, les gens ont commencé à utiliser les banques. Sauf qu'en fait, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui utilise de chèque. Je crois qu'on est descendu à 3%, ça représente 3% des moyens de paiement. Les frais de tenue de compte, tout le monde en paye, globalement. Ta carte bancaire, tu la payes. Donc en fait, le deal, il y a une partie qui est tombée, mais il y a l'autre partie qui est toujours en vigueur. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on a incité les gens, les banques ont fait en sorte d'inciter les gens à utiliser des comptes bancaires. L'État a voulu inciter les gens à se bancariser. Et donc, pour ça, on a mis en place des atouts pour les banques, c'est ça ce que tu dis, donc des taux, etc., qui permettaient de les rémunérer. Oui. Et aujourd'hui, maintenant que le monde est bancarisé, il n'y a plus d'intérêt à récompenser les banques pour faire venir des gens chez eux. C'est ce que tu dis, pour être clair ? Non, ce que je te dis, c'est que à l'époque, tu payais pas ton compte bancaire, tu payais pas de frais de tenue de compte, et en contrepartie, la banque garde les intérêts qu'elle génère sur ton argent. Oui, Sauf que maintenant, tu payes des frais de tenue de compte, tu payes ta carte bancaire et la banque garde quand même les intérêts. Donc il faudrait y a pas de réciprocité. l'un des deux, selon toi. Bah, il y en a déjà un qui est enlevé de facto. Vu que maintenant, tu payes des frais de tenue de compte, tu payes ta carte bancaire, tu payes tout. Et en plus, la banque te conserve tes intérêts. C'est simple, hein, tu regardes les résultats des banques, là, même des banques françaises. On parle de profit record. Moi, c'est lié à la hausse des taux. Parce que la marge qu'ils se font, elle a augmenté. Si tu veux, avant, quand les taux étaient à 1%, par exemple, la banque se faisait 1% sur tes dépôts. Maintenant que c'est à 4, elle se fait 4%. Donc, ça génère des profits records. C'est très visible. Tu ouvres le bilan de la banque, tu regardes marge d'intérêt. Tu vas voir, c'est une belle flèche vers le haut. Et donc, avec tout ce que tu viens de m'expliquer, concrètement, où va l'argent des Français ? Elle reste dans les banques, investie en même temps à la Banque centrale, qui la rémunère pour ça. Ça, je te parle de la liquidité disponible des comptes courants. Tu as plein d'autres types de placements ensuite. Tu as les assurances vie, du coup, l'argent part chez les assureurs. Tu as les livrets réglementés du type livret A. Donc ça, concrètement, c'est j'ai de l'argent. Oui. Je décide soit de le mettre dans une assurance vie, soit de le mettre dans un livret A, soit de le mettre sur mon compte courant, qui n'est pas rémunéré, ce que tu dis aujourd'hui. Et ça, soit de l'investir. Ok. Donc là, dans des actions. Dans des actions, des obligations, dans la vie, si tu veux. Le livret A, par exemple, qui finance les logements sociaux en France. D'accord. Cet argent-là, elle est prêtée et elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'organisme d'État central sur ces sujets-là. D'ailleurs, ça finance aussi maintenant l'industrie de l'armement, depuis très récemment. Le livret A. Oui. Okay. Donc, quand je mets de l'argent dans le livret A, ça finance à la fois les logements sociaux, donc je permets aux logements sociaux d'exister et je permets aussi à la France de s'armer. Tu permets à l'État de financer des sujets d'armement, oui. Ok. C'est un peu controversé, ça se discute, mais voilà, il faut le savoir. Et ensuite, tu peux l'investir en effet dans des actions, dans des obligations. Donc là, tu choisis d'investir dans des entreprises, en fait, de participer à la croissance économique mondiale. En France, il y a des entreprises qui sont très connues, elles sont regroupées dans le CAC 40. Ouais. Donc, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, donc tu peux acheter et vendre des actions. Okay. Comme les plus connus, c'est LVMH, c'est Total. Voilà, c'est les fleurons, comme on dit, de l'industrie française. Et ça, tu vois, tu me posais la question en début d'émission, est-ce que l'immobilier, c'est le meilleur investissement, meilleur placement ever? Je t'ai dit oui et non, parce que quand tu regardes toutes les classes d'actifs, donc les classes d'actifs, c'est tous les actifs possibles dans lesquels tu peux investir. Donc tu as l'immobilier, tu as les actions, tu as les obligations. Au final, sur une période longue, donc 15-20 ans, c'est les actions qui restent le plus rentable, devant l'immobilier. Okay. Potentiellement pas devant l'immobilier parisien, qui a une très très grosse hausse, mais si tu prends l'immobilier au global... en France. En France, oui.
c'est les actions qui restent le plus rentable. Ok. Mais parce que l'immobilier, ça paraît très concret. On se dit, j'investis tant. Je sais qu'à la fin, j'aurai. Je dis pas que c'est pas rentable. Non, mais je dis La pas. question, Non, c'était quel est le plus rentable. Justement, parce que quand on parle des actions et d'investir et où placer son argent, c'est vrai que parfois, on a du mal à se figurer le fait que on a notre argent qui travaille. Par exemple, le livret A, tu me dis, ça finance les logements sociaux, ça finance aussi l'armement. Moi, je me dis, je vois mon compte de livret A, je vois mon argent, il n'a pas bougé, comment ça finance? Donc, c'est ce truc-là qu'on a du mal à comprendre. Alors que quand on investit dans la pierre, on se dit, je mets tant, j'ai ce logement, c'est très clair, c'est concret, et donc je comprends c'est physique. Où j'investis. Exactement, c'est physique. Et je comprends palpable. Et du coup, tu me parlais des actions. Concrètement, c'est accessible à tout le monde d'investir dans des actions, parce que moi, depuis que je suis petit, je me dis, c'est pour les financiers, les traders, j'investis, je crie, je veux telle action, telle action. C'est un peu l'image qu'on a dans l'univers populaire, mais... Ta question, elle porte sur le fait de, techniquement, pouvoir acheter une action, ou elle porte sur le fait de, et je sais pas laquelle acheter? Non, c'est techniquement... En fait, ça fait le lien avec ce que je te disais sur la pierre, dans le sens où, si je veux acheter un appartement ou une maison, ça me paraît facile et compréhensible. Si je veux acheter une action, ça me paraît assez lointain et pas très... je sais pas comment faire, en fait. Je vais quoi? Si je vais sur un marché boursier, je toque où? Je fais comment? Alors, tu toques à la porte de soit d'une banque, soit d'une plateforme d'épargne. En plus du livret A, de l'assurance vie, du compte courant, t'as des enveloppes, t'as des types de comptes qui te permettent d'acheter et de vendre des actions. Je pense notamment au compte titre, qui est le compte le plus répandu en France, et le PEA, qui est la même chose, mais avec des contraintes et un avantage fiscal. PEA, c'est plan d'épargne en action. Ok, donc ça, je décide d'en ouvrir un si je veux... si tu veux investir dans des actions françaises ou européennes. D'accord. Okay. Et tu vas avoir un avantage fiscal, mais tu auras aussi des contraintes, c'est-à-dire que tu peux investir que dans des actions françaises ou européennes. D'accord. Tu peux pas aller acheter des actions Apple, par exemple. Avantage fiscal parce que tout l'argent que je vais investir, je vais payer des impôts dessus? Oui. Okay. Quand tu réalises un gain, exactement comme quand tu touches des intérêts, si tu veux, hormis pour le livret A et d'autres livrets réglementés sur lesquels tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, sur tout ce que tu génères en termes de gains, que ça soit en bourse, que ça soit en immobilier également, partout, tu as une taxation à l'impôt sur le revenu. Okay. Concrètement, voilà, tu vas taper à la porte d'une banque, tu vas taper à la porte d'une plateforme d'épargne. Pour le coup, tu tapes plutôt sur ton téléphone. Et ensuite, tu peux, honnêtement, c'est très simple, en 3 clics. En 3 clics, ok. En 3 clics. Une fois que tu as ouvert ton compte, c'est en 3 clics. Et le compte, c'est long à ouvrir ou c'est... C'est comme tout compte bancaire. Si tu veux, il y a différents process, ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, où tu dois remplir les informations, qui tu es, on vérifie ta pièce d'identité, on vérifie ta résidence fiscale. Donc c'est très standardisé. Hein. Donc n'importe qui peut investir. N'importe qui peut acheter des actions. Il faut pas majeur, mineur. Il faut avoir un certain... La meilleure chose que tu peux faire le jour où tu as un enfant, c'est à sa naissance, tu lui achètes des actions. On peut acheter des actions pour quelqu'un d'autre? Pour un mineur, parce qu'un mineur, ici, comment il fait pour acheter des actions du coup? C'est toi qui gère ses comptes. Mais après, je lui transférerai. Ok. Mais du coup, c'est pas... J'imagine il faut un certain capital financier. Enfin, faut de l'argent pour dire... Non. Je risque de mon argent, parce que c'est assez risqué, on pourra en parler, mais je risque de mettre de l'argent dans des actions. Oui. Mais si j'ai pas d'argent, je risque de perdre tout mon pécule financier. Est-ce qu'il faut déjà du capital pour pouvoir acheter des actions en France? Non. Tu peux, grâce à des plateformes d'épargne comme la nôtre, maintenant dire, moi je veux 40 €, 50 € d'actions LVMH. Et tu peux même automatiser ça. Okay. Dire, moi tous les mois, tu me mets 30 ou 40 € sur une action LVMH. Et ainsi de suite. Et ça, c'est 3 clics. Ok. Mais je risque de les perdre. Mais 30, si l'action LVMH va à 0. Ça, c'est un risque qu'on mesure, comment on sait ou... Après, est-ce que tu as confiance dans l'industrie française quand tu fais ça? Est-ce que tu as confiance dans le secteur du luxe? Là, tu es déjà dans un niveau de réflexion qui est plus celui d'un méga débutant, si tu veux. Il y a d'autres solutions pour les débutants où, en fait, tu te poses pas cette question. Si tu dis, moi, j'ai bien compris qu'en fait, si je voulais avoir du rendement, si je veux que mon argent génère un peu d'autre argent et ainsi de suite pour pouvoir être bien à la retraite, j'ai compris que je devais l'investir sur les marchés financiers. J'ai compris que je devais acheter des actions parce que c'est ce qui rapporte le plus à long terme. Mais ça, on va parler justement, parce qu'on n'a pas parlé justement de ce qui rapporte le plus ou pas. Mais... par rapport à l'immobilier, tu sais, la question d'avant. Si tu restes longtemps investi, c'est les actions qui te permettront d'avoir la meilleure performance sur ton argent.
une fois que tu as compris ça, tu as des produits qui te permettent, au final, de pas avoir à choisir dans quelle action tu investis. Ça s'appelle un ETF. L'acronyme est anglais, donc je vais pas te le faire. Par contre, je te résume assez simplement. C'est un panier d'actions qui peut en contenir 1500, 2000, 3000. Et en fait, quand tu achètes l'ETF, tu achètes une fraction de toutes les actions. 50 € d'ETF à peu près. Tu peux acheter 50 € d'ETF et tu auras une fraction des 2000 actions qui sont dans l'ETF. Et donc, tu n'as plus besoin de choisir. Tu n'as plus besoin de te dire, moi, je pense que celle-ci, elle va monter, moi, je pense que celle-ci, elle va descendre ou autre. Non. Là, tu les achètes toutes. Si tu crois que le monde va continuer de croître comme il l'a fait depuis une centaine d'années, et ben dans ce cas-là, tu achètes ça et ta performance va être sensiblement celle de la croissance mondiale. Parce que depuis tu dis une centaine d'années, la bourse n'a fait que croître malgré les crises, etc. C'est pas la bourse n'a fait que croître. Tu as des années, tu peux faire plus 30, tu as des années, tu peux faire moins 30, tu as des années, tu peux faire plus 10 et ainsi de suite. Pourcentage par an. Par contre, si tu restes investi sur 15-20 ans, peu importe la période que tu prends dans le passé, si tu remoyennes tout ça, tu es environ à 7,5% par an. Voilà. Quand l'immobilier, tu es plutôt à 6,5%. Justement, c'est la question que je veux te poser, c'est quel intérêt de mettre son argent en bourse, même dans l'immobilier, etc., en se disant, finalement, j'ai mon argent, il est sur mon compte en banque, bon, certes pas rémunéré, mais pourquoi j'irais le mettre en bourse? Pourquoi j'irais risquer de gagner plus d'argent plutôt que de le laisser sur mon compte en banque? En fait, si tu fais rien, ton argent, elle meurt. C'est-à-dire? Pourquoi il meurt? Elle disparaît pas. Par contre, il y a un phénomène qui se passe, et on en parle un peu beaucoup dans l'actualité actuellement, mais c'est l'inflation. L'inflation, en 2 mots, c'est la hausse des prix. Ça mesure la hausse des prix des produits de consommation de base. Ça peut être le prix des pâtes, ça peut être le prix de l'énergie, le prix de l'essence. Quand les prix augmentent, au final, avec ton argent, avec la même somme d'argent, tu peux acheter moins de choses. Voilà l'exemple de la baguette de pain. Est-ce que les salaires augmentent pas en conséquence justement de l'inflation? C'est se dire les salaires restent les mêmes mais les prix augmentent? C'est ça qui fait la différence? Tu penses que les salaires augmentent en fonction de l'inflation? Je sais pas. Non, c'est pas le cas. L'inflation augmente, ton épargne augmente pas en fonction de l'inflation. Actuellement, on est à 3,6 là au moment où 3,6 on se parle, pour 100 par an. Non, c'est l'inflation actuelle. Ah oui, donc c'est les prix augmentent de 3,6% par an actuellement, au moment où on se parle. Ton livret A, il te rapporte 3%. Donc c'est bien, tu as réussi à compenser une partie de cette inflation-là, mais tu perds quand même de l'argent. Oui, parce qu'avec tes 1000 € de livret A, avant tu pouvais t'acheter une centaine ou un millier de baguettes de pain, après tu pourras t'en acheter que 900. L'exemple n'est pas très bien formulé si tu veux, mais ça peut marcher avec les voitures, ça peut marcher avec tout. Tous les prix augmentent en fait. Et si ton épargne n'augmente pas au même niveau, voire plus que l'inflation, la réalité c'est que tu t'appauvris. Donc si je laisse mon argent sur mon compte en banque, je m'appauvris. Oui, parce que ton argent meurt. Donc j'ai pas le choix, entre guillemets, c'est ce que tu dis, on n'a pas le choix de l'investir, que ce soit dans des actions ou d'autres placements financiers. T'as pas le choix. Sinon tu seras plus pauvre à la fin que maintenant en fait. Mais ça c'est quelque chose justement qu'on nous dit pas, qu'on nous apprend pas. Ah bah non. Et l'important. Est-ce qu'il y a que les financiers qui le savent? Comment on fait en sorte que les Français sachent ça aussi? Parce que les Français commencent à le savoir, si tu veux. Il y a moi ce que j'observe en tout cas, et de par aussi le succès que Trade Republic a en ce moment, c'est qu'il y a des millions de gens en France, en Europe, les deux. Il y a des millions de gens qui se mettent à épargner et à investir intelligemment. Les gens l'ont compris. Sur les réseaux sociaux, t'as des milliers de vidéos maintenant qui te permettent de te former gratuitement avec des millions de vues, si tu veux, sur ces vidéos-là. Donc l'éducation financière, en fait, actuellement, elle passe par les réseaux sociaux. Parce que toi, tu le connais pas, tu as sensiblement le même âge que moi, peut-être un peu moins. Par contre, il y a une génération qui l'a compris, c'est les très jeunes. Là, c'est les 18-23. Eux, ils l'ont compris. Parce que il y a un sondage qui était fait en 2023, alors c'était sur l'ensemble des Français, mais il disait que seulement 10% de la population française semble disposer de connaissances solides, quand plus d'un quart semble à peine comprendre les questions sur les enjeux financiers. Et tu penses que la plus jeune génération, ça sera des chiffres? La plus jeune génération, elle l'a compris. Pourquoi? Parce que cette génération-là, les 18-23, ils ont compris un truc pendant le Covid, et notamment grâce aux crypto-monnaies. Ils ont compris que tu pouvais mettre ton argent quelque part, attendre un peu et en récupérer plus. Et ça, c'est un concept. C'est le concept de l'investissement, si tu veux.
Et cette génération-là a eu la chance de connaître ça, notamment au travers du succès des crypto-monnaies. Et donc, Mais on a vu aussi que les crypto-monnaies sont complètement effondrées. Il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent. Complètement. Ça va des deux côtés, si tu veux. Mais en tout cas, le niveau d'éducation financière que cette génération-là a eu grâce à ça, il est incroyable. Et c'est une génération qui ne se laisse pas endormir et qui ne laisse pas mourir son argent sur les comptes bancaires. Alors justement, quel risque quand on investit? Parce que ça peut paraître... Alors même comme tu dis, même si on perd de l'argent, globalement on se dit, bon, mon compte bancaire, ma banque ne va pas faire faillite, j'ai confiance dans les grosses banques que je connais, elle va pas faire faillite, donc je vais garder mon argent et je suis sûr que je l'ai. Si je l'investis dans des actions, même l'immobilier aussi, ça peut être risqué. Si je l'investis dans des crypto-monnaies, on l'a vu avec les chutes, enfin, je risque de tout perdre. Donc, quel risque et quelle proportion de risque on doit avoir et comment on doit gérer? Parce que les ETF, même si ça regroupe un paquet d'actions, comme tu disais, est-ce que c'est pas risqué aussi qu'on se dit, bah, l'économie mondiale peut peut-être s'effondrer s'il y a une guerre ou autre? Non, dans ce cas-là, on aura d'autres problèmes du coup que la finance si l'économie mondiale s'effondre. Pour le coup, on aura plutôt des difficultés à trouver à manger. Donc ça repose sur la confiance que l'économie mondiale s'effondre pas. Oui. Ok. Je vais reformuler du coup, mais ça repose sur le fait que l'économie mondiale va continuer de croître. Pour la notion de risque, en fait, dans l'absolu, tu peux tout perdre. Après, tu peux pas comparer deux actions de la même manière. C'est-à-dire que le risque, ça s'apprécie aussi avec une notion de volatilité. La volatilité, c'est la hausse ou la baisse des variations. Une crypto-monnaie, par définition, par nature et parce qu'on a pu voir, elle est plus volatile. C'est-à-dire que tu vas plus souvent voir des plus 50% dans la journée ou moins 50% dans la journée sur des crypto-monnaies que sur des actions. Donc on peut faire plus 50% sur notre argent. Oui, mais tu peux aussi faire moins 50%. C'est-à-dire que le gain ou la performance que tu peux espérer, elle est toujours proportionnelle au risque que tu engages. Il n'y a pas d'argent facile en fait. Ça n'existe pas. Est-ce que ça doit être forcément de l'argent qu'on est prêt à perdre? Oui. On investit? Alors, il y a des règles de base. Déjà, toujours avoir de l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est quoi? C'est 3-4 mois de dépenses. Okay. Imaginons, il t'arrive quelque chose, tu n'as pas de prévoyance. Il t'arrive quelque chose, tu n'as plus de revenus. Il te faut de l'argent qui soit sur un compte, qui soit disponible et qui te permette de faire face à ces coups durs-là. Donc de payer un loyer, de payer 3 mois de vie, en fait. Tu te payes tes 3 mois de ce qui te laisse le temps de te retourner. Une fois que tu as fait ça, ce qui arrive en plus, ta nouvelle épargne, si tu ne l'investis pas, ben, tu t'appauvris. Ça, c'est clair et si tu veux, c'est l'inflation. L'inflation vient manger ton épargne. Et l'argent qu'on investit, typiquement sur Trade Republic ou sur d'autres plateformes, c'est de l'argent qu'on peut retirer à tout moment. Bien sûr. Est-ce que tu disais, il y a cette épargne l'épargne qui te permet de vivre les 3 mois de survie. Et cet argent-là, il vaut mieux ne pas le toucher? Oui, cet argent-là, est-ce qu'on le retire le livret A est très bien pour cet argent-là, si tu veux. Ok. Le livret A, tu peux déposer, tu peux retirer. Souvent, c'est associé à ton compte courant. Voilà, c'est très facile. Le livret A est vraiment très bien pour ça. Ok. Et après, quand on investit, dans des actions, est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on retire tous les mois un peu de l'argent qu'on a fait sur les plus 7%? Tout dépend dans quelle phase de vie tu es. Toi comme moi, on est dans la phase où on travaille. Donc là, c'est plutôt dans le sens inverse. On dépose tous les mois, on investit de manière régulière, on achète de plus en plus d'actions, donc on en accumule, et ainsi de suite. Donc c'est l'effet des intérêts composés. C'est-à-dire que les intérêts que tu as générés la première année vont t'en générer des nouveaux la deuxième année, et ainsi de suite. Donc c'est une grosse boule de neige qui descend la montagne, et qui grossit au fur et à mesure. Ça, c'est jusqu'à ta retraite. Ok. Et à ta retraite, alors je ne sais pas si nous on aura la chance d'avoir une retraite, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle ne sera pas la même que les retraités de maintenant. On ne pourra pas compter sur l'argent de l'État pour la retraite? L'argent qu'on investit d'ailleurs tous les mois via notre salaire pour la retraite. C'est un sujet plus politique, mais ce qui est certain c'est qu'il y aura des gros coups de rabot sur les retraites des Français. Donc il vaut mieux investir en fait dès maintenant pour sa retraite quand on a notre âge? Ah bah oui. Okay. En fait, les Français sont d'ailleurs très attachés à l'adage, mais un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais en fait, c'est ça. C'est l'argent que tu as maintenant, ou l'épargne que tu peux avoir maintenant, tu t'en occupes toi-même en vue de ta retraite, plutôt que d'espérer que l'État le fasse pour toi. Est-ce que ça risque pas, d'un point de vue plus macro, plus politique,
d'évaluer la confiance qu'on a en l'État, de désimpliquer l'État aussi, d'enlever sa responsabilité dans les retraites, dans le système qu'on a tous les actuellement. cas, le système actuel, ça fonctionne pas. Si tu veux, t'as de plus en plus de gens qui sont en retraite, t'as de moins en moins de gens qui travaillent. Donc avant, on était à 2,7 actifs pour un retraité. Maintenant, on est à 1,7 pour un retraité. Donc ça veut dire que t'as moins d'argent qui mettent moins de personnes qui mettent de l'argent dans le pot, mais t'as plus de gens qui tirent dans le pot. Donc ça fonctionne pas. Avant, les gens vivaient jusqu'à 65-70 ans. Maintenant, c'est 85 ans. Donc t'as d'un côté plus de dépenses dans le système actuel et moins de rentrées. Tu vois, Et la population vieillit aussi de plus en plus. La population vieillit et en même temps, les jeunes font aussi des études plus longues. Donc, ils démarrent moins rapidement dans le marché du travail. Ils ont des carrières qui sont beaucoup plus hachées aussi. Tu vois, l'utopie de je rentrais dans une entreprise et je faisais 40 ans dedans, c'est plus l'usage du travail qu'on a maintenant. En tout cas, la prochaine génération et l'actuelle, ça fonctionne pas comme ça. Les gens changent, les gens s'arrêtent, ils font un petit tour du monde pendant 1 an, ou ils font des pauses. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs aussi, il y a beaucoup plus d'indépendants qui cotisent pas du coup dans le même panier. Donc tout ça fait que le système actuel ne fonctionne plus. Est-ce que ça renforce pas un certain individualisme aussi, de dire bah là aujourd'hui le système de retraite actuel, je finance la retraite de mes aînés, des retraités actuels, donc c'est un système qui est solidaire. Oui. Est-ce que le fait de se dire bah en fait moi j'investis pour ma pomme et c'est puis complémentaire d'investir pour sa pomme. Dans tous les cas, tu vas pas arrêter de cotiser sur la retraite. Non, mais on pourrait actuelle. se dire que si tout le monde investit pour sa pomme et que tout le monde est content de l'investissement qu'il a généré. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays du monde. Je dis pas qu'il faille aller par là. Si tu veux, le modèle solidaire qu'on a en France, et pas que sur la retraite, de manière générale, il fonctionne. Mais sur la retraite, le fait est qu'il y aura pas assez d'argent pour payer les retraités que nous serons. Et combien il faut à peu près de pourcentage de salaire qu'il faut qu'on investisse en se disant bon, pour être sûr d'avoir à peu près le même salaire que j'ai maintenant pour ma retraite, combien il faudrait que j'investisse aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. J'ai fait les calculs il y a quelques mois avec des hypothèses qui sont des moyennes. Parce qu'en fait, la retraite que tu touches, elle diffère en fonction de plein de critères. Et en fonction de ton statut, cadre, pas cadre, employé. Ton pourcentage, en fait, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Donc, c'est le pourcentage de ton ancien salaire que tu perçois au titre de la retraite. Okay. C'est un taux qui est évolutif en fonction de tes revenus. Donc, plus tes revenus sont élevés, plus le taux est faible. Donc, j'ai tiré une moyenne là-dessus. Et en fait, il ressort qu'il y a une règle de base qui est t'investis 5% de tes revenus, donc de ton salaire, à partir du moment où tu as 30 ans, sur un investissement qui te rapporte 5% par an. Ça va te permettre de compenser la perte de pouvoir d'achat, donc le revenu que tu vas avoir, que tu vas perdre au moment où tu vas arriver en retraite. Ouais. Donc, à partir de 30 ans, je mets 5% de mon salaire dans un investissement qui va me rapporter à peu près 5%. Exactement. Donc, typiquement, dans des actions, vu que tu me disais que globalement, c'était 7,5%. Exactement. Ça peut être un exemple. Ouais. Ok, mais ça peut être aussi une assurance vie ou d'autres placements. Ça peut être une assurance vie, ça peut être un plan épargne retraite, il y a plein de supports possibles. Ok. Donc si à partir de 30 ans j'investis pour ma retraite, je suis pas inquiet, je me dis que j'aurai de l'argent. La beauté du jeu, c'est que si tu démarres à 25 ans, tu peux descendre à 2,5%. Parce qu'en fait, avec tout fonctionne avec le temps. Ouais. Et 5 ans d'écart sur ta vie d'épargne, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est les intérêts de ces 5 premières années-là, de 25 à 30 ans, qui vont générer une très très grosse partie du gain entre les 55 et les 60 ans. Ouais, ok. Et c'est quoi le profil type aujourd'hui de l'investisseur? Parce que moi je connaissais pas forcément avant. Je suis plutôt jeune et je peux potentiellement investir, comme tu disais, 50 € par mois éventuellement. Mais du coup aujourd'hui c'est quoi le profil type? Le profil type de l'investisseur, chez nous c'est du débutant. Et c'est du jeune. On a à peu près 70% de nos utilisateurs qui ont moins de 35 ans. Donc c'est des petits montants. Pas tant que ça. En fait, ça fait déjà quelques années qu'on existe. On est très connu pour un produit qui est très bien, qui s'appelle les plans d'épargne. Celui dont on discutait tout à l'heure. Le fait de dire, moi je mets telle somme
tous les mois, toutes les semaines ou tous les trimestres sur tel actif. Ça, c'est un plan d'épargne, c'est automatisé et ça te permet d'épargner facilement. Et en fait, à partir du moment où tu fais ça, ton compte épargne, il grossit quand même assez vite. Parce que tu es assidu sur la règle, parce que c'est automatisé. Les montants sont réguliers. Donc, si tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, l'argent que tu as sur ton compte monte très vite. En moyenne, chez nous, c'est 8 000 euros, les comptes. D'accord. On a 4 millions de clients, on a 35 milliards d'euros sous gestion. Donc, si tu tires une moyenne, ça fait 1300 à peu près. 8300. 8300 sur les comptes. Et donc, vous tirez 4% aussi? Et qu'on redonne intégralement aux clients. Okay. On est la seule banque d'Europe à faire ça. Et vous gagnez comment d'argent? De l'argent, du coup? On gagne de l'argent quand les gens investissent sur des actions. On facture 1 euro, peu importe le montant de la transaction. Et c'est gratuit dans les cadres des plans d'épargne, mais sur les transactions dites ponctuelles. Donc, quand quelqu'un dit, bah, tiens, moi, je vais acheter un bout d'LVMH ou autre, je vais acheter 1000 euros d'action totale, nous, on facture 1 euro. Et on est rentable sur ces 1 euro-là. Donc, juste en finançant comme ça, ça permet de vous financer de manière plus globale. Ce qui nous permet d'être juste avec nos utilisateurs et de leur redonner les intérêts qu'on perçoit en leur nom par la Banque centrale. Ça, c'est un modèle que vous souhaitez garder à l'avenir? C'est un modèle qu'on souhaite garder à l'avenir. C'est un modèle qu'on souhaite voir adopté par les autres banques. Il y en a quelques-unes qui commencent à rejoindre le mouvement avec plus ou moins de conditions attachées à ce mode de rémunération, mais on voit que les choses changent. Ouais. L'idée, c'est de faire bouger les lignes. Parce que quand tu dis les 8300 euros, c'est des 8300 euros investis en actions ou c'est des 8300 euros placés juste sur le compte Trade Republic? Un peu des deux. Du coup, il est rémunérateur aussi, le compte Trade Republic, ce que tu disais, à 4%. Les liquidités qui sont chez nous et qui ne sont pas investies, tu gagnes 4% dedans. Et on paye les intérêts tous les mois. On les calcule tous les jours et on te les paye tous les mois. Ok, donc juste le fait de mettre son argent dans Trade Republic, même pas en investissant dans des actions, ça te fait un taux qui est plus haut que l'inflation. Oui, de l'inflation actuelle. Oui, actuelle. Parce que ça peut être plus haut? Oui, il y a quelques mois, c'était 5,5, ouais. Ok. Justement, je te demandais le profil type de l'investisseur. Est-ce qu'il y a un profil type d'un bon investisseur, d'une personne qui se dit, ok, j'investis et je gagne plus que 7,5% parce que je choisis les bonnes actions, etc. Il y a un profil type du bon investisseur chez nous. Donc, on a regardé nos 4 millions de clients, comment ça se comporte. Et il y a quelque chose qui est ressorti. Les femmes investissent mieux que les hommes. Ok. Voilà, on a regardé un peu l'écart de performance entre les genres. Et là, il y a un phénomène qui est apparu, qu'en effet, les femmes gagnent 2% de plus que les hommes. En tout cas, elles l'ont fait en 2023. Et c'est dû à quoi? Parce qu'elles choisissent les bonnes actions? Elles choisissent les bons placements? Comment ça s'explique? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Déjà, elles sont moins actives. Donc, elles vont pas acheter, vendre pour essayer de faire du gain. Elles vont pas spéculer autant que les hommes. Parce qu'on a ce cliché de quand j'investis dans des actions, dès que ça monte, je ça. revends, dès que ça descend, j'achète. Ça, c'est pas investir, c'est spéculer. D'accord. C'est tenter de l'acheter bas pour la revendre plus haut. Donc, c'est pas ça l'investissement? Non, l'investissement, c'est t'investis pour du long terme. Okay. Et de manière diversifiée. Donc, t'achètes pas une action, t'en achètes plusieurs. Et je fais pas attention à si ça descend, si ça baisse, etc. Je regarde pas ton portefeuille tous les jours. Non. Juste, je fais confiance à une action en disant l'industrie française va continuer de fonctionner, donc j'investis dans l'industrie française. Exactement. Et même s'il y a des hauts et des bas, globalement, je sais que sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça va augmenter. Exactement. Ok. Et donc, les femmes spéculent moins que les hommes. Elles investissent plus. Elles le font de manière plus régulière. En fait, elles ont plus recours au plan d'épargne que les hommes. Et elles achètent plus d'ETF que les hommes. Donc, elles vont moins dire « Ok, moi, je sais dans quoi il faut investir, je vais acheter telle ou telle action ». Elles disent plutôt « Je sais pas trop. Je vais toutes les acheter, ou je vais acheter tout un secteur, ou je vais acheter, par exemple, le CAC 40. Comme ça, je serai investi sur les 40 plus grosses actions françaises. Et c'est tout. » Et en fait, d'avoir ce comportement-là, en 2023 en tout cas, a fait que les femmes ont fait 2% de plus de performance que les hommes en moyenne. Ok. Donc si les hommes avaient fait 6, les femmes ont fait 8 chez nous. Intéressant. Et est-ce que c'est éthique d'investir dans les actions? Parce que c'est quelque chose qui, en tant que Français, on peut se dire, bon, l'argent, ça nous fait un peu peur, on va pas trop en parler. Puis on va placer dans des actions, donc ça veut dire qu'on devient un peu des financiers, on finance l'industrie, ça fait un peu peur. Et notamment quand on sait que certaines actions, justement certaines entreprises, sont pas forcément respectueuses de l'environnement,
bon, je vais pas forcément les citer, mais il y a certaines entreprises du CAC 40 qui justement, en investissant dedans, on les soutient et on soutient des entreprises parce qu'on sait que juste ça va être rentable et que ça va nous rapporter le plus d'argent Tu possible. fais certainement référence à Total, sur lequel Exactement. il y a eu la controverse. J'ai pas d'avis personnel là-dessus. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux faire changer les choses et si tu veux faire que Total investisse davantage sur les énergies renouvelables, par exemple, bah, il y a un moyen qui est très simple, ça s'appelle le droit de vote. Parce qu'en fait, quand tu achètes une action Total, tu as le droit d'aller voter à l'Assemblée générale. Une action égale un vote? Ça Généralement, dépend des oui, c'est entreprises. ça. Ok. Généralement, c'est ça. Mais globalement, c'est ceux qui détiennent le plus d'actions qui vont décider au final. Donc moi, Oui. moi, petit investisseur, j'aurai très peu d'influence sur comment ça va influer. Quand même, hein. Ça a un impact. On se rend Bien compte aujourd'hui sûr. que les petits investisseurs, Bien on va dire, sûr. ont un impact sur le Il y cours de l'entreprise. a un exemple pas trop récent, mais il y en a un que j'ai en tête. Un grand entrepreneur français qui a lancé un opérateur téléphonique très connu en France Xavier Niel, pour ne pas le citer. est arrivé au capital de cette entreprise et voulait faire changer les choses. Ok. Il y a eu un vote pour déterminer si oui ou non Xavier Niel devait rentrer au conseil d'administration de cette société et pouvoir influer. Donc le vote portait clairement sur est-ce que je soutiens la politique de gestion de Xavier Niel ou je soutiens la politique de gestion du conseil d'administration actuel. Ouais. Et donc les gens, les actionnaires, dont je faisais partie, et je le fais toujours partie d'ailleurs à cette époque, ont voté. Et on a fait basculer le choix d'un côté ou de l'autre. C'est ça, avoir de l'impact. C'est ça, faire changer les choses en fait. Est-ce que c'est pas le vote n'est pas biaisé si, je sais pas, un gros financier possède 40% des actions, Non, il mais a 40% du vote qui va influer. Oui, mais si en fait, c'est pas très. parce C'est que pour ça que je te pose t'as la un question. point de vue négatif sur la chose, et en fait, il faudrait plutôt être optimiste. C'est-à-dire que le pouvoir, tu l'as un peu entre tes mains, et en fait, on l'a tous collectivement. Parce qu'au final, l'argent des financiers, c'est l'argent des gens. C'est-à-dire que tu penses que l'argent des financiers, c'est de l'argent qui est sorti de nulle part. Non, en fait, c'est un bout des réserves des retraites qui sont aussi investies dans des actions. Donc, c'est intermédiaire. Donc, il y a quelqu'un qui gère pour nous Exactement. d'une manière collective et centralisée. Mais au final, ça reste l'argent des gens, si tu veux, physiquement. C'est pour ça que je te posais la question est-ce qu'un investissement, c'est la même chose qu'un vote? Est-ce que c'est démocratique? Parce que justement, dans une démocratie classique en France, une personne égale un vote. Ouais. Et donc, des masses peuvent faire changer les choses. En action, justement, on peut se dire que c'est un peu biaisé parce qu'il y a des actionnaires principaux. Et même si, imaginons que, on va dire, tout le monde puisse acheter des actions et décider de voter, par exemple, sur Total. Mais tout le monde peut. Tout le monde peut, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de se dire j'achète une action et massivement on achète des actions. Ça représente un investissement, une somme d'argent. Parce que j'imagine, je sais pas, un collectif écologiste qui se dirait on va influer sur le cours de Total et on va se réunir, on va être 1500 En fait, écologistes et se dire on va investir dans Total. Est-ce que ça pourrait être il y a des regroupements d'actionnaires après quand tu es actionnaire. C'est une sorte de club, si tu veux. Il y a des regroupements d'actionnaires qui ont une vision qu'ils partagent entre eux sur l'avenir de l'entreprise. Et en fait, après, tu peux déléguer ton droit de vote, tu peux donner procuration à ce club-là pour qu'il vote pour toi. Et donc ça, c'est en effet des gens, exactement comme un parti politique, si tu veux, où tu vas avoir des gens, des militants qui rassemblent les mêmes idées politiques. Là, c'est pareil, mais pour les entreprises, où les actionnaires qui partagent la même vision vont se retrouver dans ce club-là et ils vont déléguer leur vote au club, en fait. Donc en fait, plus la masse grossit, plus tu as un pouvoir d'influence dans l'entreprise. Le pouvoir d'influence du vote, c'est aussi la rémunération des dirigeants, par exemple. Oui, complètement. Mais est-ce que... la question, elle est plus dans le sens de dire, quand j'investis, moi, très, très individualiste, je vais remettre mon action sur Total. Jamais je vais m'investir en me disant, je vais aller à l'AG Total. Jamais je vais... Est-ce que vraiment les gens vont concrètement s'investir, Non, etc. c'est très peu utilisé pour l'instant, et c'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour prêcher cette parole-là, si tu veux. Mais est-ce que les entreprises ont vraiment envie de mettre ça en place et de... Il y a des systèmes de vote électronique qui ont été mis en place où c'est maintenant très très simple de donner son choix. T'es pas obligé d'assister physiquement à l'Assemblée générale. Tu peux donner ton vote en ligne. Donc oui, c'est très très simple. Mais c'est très peu utilisé pour l'instant. Donc c'est un droit qui est attaché à la propriété de l'action que tu détiens, mais qui est vraiment très peu utilisé.
Et donc, si je suis un Français engagé, là, je prenais les sujets écologiques, mais ça peut être Ouais. des sujets sociaux aussi. Euh, je me dis, le livret A, comme tu disais, ça finance les logements sociaux. Donc, concrètement, j'aide la société à financer des logements sociaux pour d'autres personnes qui puissent avoir accès à des logements dignes et voilà, et intéressants. Si je finance d'autres entreprises via des actions, est-ce que d'un point de vue éthique, je peux me dire, ok, j'aide la société, je permets de financer la société, et la société va mieux se porter parce que je finance des actions. Ou c'est juste une action individualiste en se disant, de toute façon, je sais que l'action va plus rapporter. Par exemple, une action totale aujourd'hui, mais avec ce que tu as dit, c'est un mix ça des va deux. rapporter. C'est complètement un mix dans le sens où, en effet, toi, tu es là aussi pour combattre l'inflation. Donc, tu essaies de générer de la performance qui soit supérieure À à titre l'inflation à titre personnel pour pas que ton argent meure et pour que celle-ci génère des intérêts et compenser ta perte de pouvoir d'achat au moment de la retraite. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tu peux choisir d'investir dans des entreprises qui soient en accord avec tes convictions personnelles. Si tu as envie d'investir dans les énergies renouvelables, tu peux acheter des actions de sociétés qui font que de l'énergie renouvelable. Tu peux acheter des ETF qui regroupent que des actions qui font de l'énergie renouvelable. Mais s'il y a moins de rendement, est-ce que je vais vraiment avoir envie Alors, d'investir ça, c'est là-dessus ? le sujet. Est-ce que conviction égale rendement ? Je n'ai pas de réponse. Non, vraiment, j'ai pas de réponse pour toi. Parce que déjà, de 1, je connais pas l'avenir. 2, sur ce qui s'est passé dans le passé. Et en fait, ça rejoint un peu le sujet Total. Est-ce qu'au final, c'est pas Total qui est le meilleur acteur pour faire de la transition énergétique ? Est-ce que c'est pas l'entreprise qui a le plus de pouvoir de financement qui serait au final le meilleur acteur pour faire la transition énergétique parce qu'ils ont des capitaux énormes pour pouvoir investir dans la recherche. C'est un débat. Tu vois, après on tombe dans le débat politique, on tombe dans le débat de société, mais et qui doit avoir lieu d'ailleurs globalement. Mais j'ai pas de réponse statistique sur le fait que investir dans des entreprises de conviction te fasse perdre du rendement. On n'a pas de chiffre aujourd'hui, par exemple, des entreprises qui vont favoriser les énergies fossiles, des entreprises qui vont favoriser des comportements, on va dire, qui ne sont pas très éthiques ou très sociaux. C'est pas des entreprises qui ont le plus de rendement aujourd'hui ? Non, pas spécialement. Ok. Mais non, parce que tu regardes ce qui a le plus de rendement sur les 5-10 dernières années, d'un point de vue mondial, ça reste la tech américaine. Les Google, les Apple, les Microsoft, les Nvidia. Amazon qui peut être critiqué par certains aspects sur la gestion de leurs employés ou d'autres choses. Mais... Donc maintenant, il y a des sortes de labels qui arrivent, qui te permettent d'identifier des investissements qui correspondent à tes convictions. C'est les labels ESG, c'est les labels ISR, donc investissement socialement responsable, où là, en fait, tu as des critères d'exclusion. Comme Total est exclu de ces labels-là, justement, sur le côté énergie fossile. Mais c'est des critères aussi, donc au-delà de l'environnement, tu as les notions sociales, tu as la notion de gouvernance. Est-ce que le conseil d'administration est bien réparti à parité entre les hommes et les femmes, et ainsi de suite. Est-ce que la transparence du management en fait de l'entreprise est bien respectée. Donc voilà, tu as des investissements qui te permettent de sélectionner ou d'investir dans des valeurs qui sont en accord avec tes convictions. Il y a des investissements qui sont uniquement sur des valeurs qui respectent les accords de Paris sur le climat, par exemple. Ok. Donc et ça, par exemple, sur Trade Republic, c'est mentionné, on peut le voir. C'est dans le nom du produit, ouais. Ok. D'accord. Typiquement, j'ai envie d'investir. Je me dis, ok, je vais faire un certain rendement, etc. Quelle plateforme je choisis ? Pourquoi, typiquement, je choisirais Trade Republic par rapport à toutes les plateformes d'épargne qui peuvent être proposées et comment je m'y retrouve dans... Au final, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça ? Ben non. Ok, vous n'avez pas d'autres concurrents que Trade Republic ? On a plein de concurrents, si tu veux. Mais c'est pas non plus pléthore. T'as pas une offre d'épargne qui est si développée que ça. En fait, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est pas de révolutionner le monde de l'argent, tu vois. Ça serait de l'arrogance de dire ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est que nos utilisateurs puissent augmenter d'une manière simple et transparente le montant de leur épargne. Et on fait plein de trucs pour ça. On rémunère les comptes courants à 4%. On a lancé une carte bancaire qui te permet de toucher, tu connais le concept de cashback. Celui-ci, on l'a réinventé et on l'a nommé SafeBack. En fait, le concept de cashback, c'est de rétrocéder à l'utilisateur de la carte bancaire une partie des frais qui sont générés par l'écosystème bancaire par le paiement, d'en rétrocéder à l'utilisateur. C'est un système de fidélisation. Ce système de fidélisation-là,
Nous, on l'a complètement intégré dans la notion d'épargne. Ok. C'est-à-dire que ce cashback-là, qu'on appelle SafeBack, il est automatiquement réinvesti dans l'actif que tu as choisi. Donc, par exemple, Ouais, vous donne un exemple. c'est 1%. Par exemple, tu dépenses 1 000 € par mois avec ta carte. Ok. Tu vas avoir 10 € qui vont être payés dans ton épargne. Donc, tout à l'heure, on parlait des plans d'épargne automatisés. Si tu en as un sur l'Action Totale, on va continuer là-dessus vu qu'on est. Donc on a été concrètement, dessus. si tous les mois je mets 50 € Ouais. sur l'Action Totale de manière automatique Et via que tu dépenses avec la carte, je 1000 sais pas, €. tes dépenses courantes, je sais pas combien c'est, mais si c'est 1 000 €, dans ce cas-là, tu auras 10 € en plus. C'est-à-dire que toi, tu auras dépensé 50 € pour avoir des actions totales, mais nous, on va t'en donner 60 € d'actions totales. Donc, tous ces phénomènes-là, en fait, sont là pour venir faire grossir ton épargne. Et ça, Et en attendant, concrètement, tes 1 000 € que tu avais sur ton compte, ils rapportent 4%. mais vous perdez de l'argent quand vous Non. faites ça. Parce que vous, du coup, les 1% que vous prélevez sur l'argent que j'ai dépensé, concrètement, il sort d'où cet argent? Ils sortent du système bancaire. C'est-à-dire que quand tu payes avec ta carte bancaire, toi, ça te coûte rien. Par contre, le commerçant, il paye. Ok. Il paye l'accès au réseau bancaire. Il le paye à qui? Il le paye à l'émetteur de la carte, à Visa, Mastercard. Ok. En fait, c'est un réseau bancaire. Donc vous, ça va être une carte Nous, Visa, c'est Mastercard. une carte Visa. Ok. Et donc, nous, on récupère une partie de ces frais-là. Et c'est ce qui sert à financer Donc cette vous option. décidez de moins marger sur l'argent que vous récupérez, vous gardez un peu. Et On ne marche pas non plus parce que, par exemple, il n'y a pas d'assurance avec la carte bancaire. Des assurances qui ne sont jamais utilisées par personne. Tu vois, on dit tous qu'il y a l'assurance avec ta carte. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé l'assurance de ta carte? Nous, ces coûts-là de carte, eh ben, on les dépense pas. On préfère investir dans l'épargne des gens. Ok. Parce qu'en fait, du coup, déjà, c'est plus juste. Tout le monde a le même montant. C'est pas uniquement celui qui part au ski qui va pouvoir être bénéficier de l'assurance, si tu veux, ou celui qui part à l'étranger en vacances et qui va être rapatrié. Là, c'est vraiment tout le monde. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, vient alimenter cette roue de l'épargne et on aide tous nos utilisateurs à avoir plus d'argent, à combattre l'inflation et à se créer une épargne en vue de la retraite. C'est vraiment la philosophie de l'entreprise. Et la carte, aujourd'hui, elle est disponible? Elle est disponible. Ok. T'en as plusieurs, une virtuelle, une classique et une en métal qui est en format miroir. Ok. Qui a un bel objet. Et donc oui, sur l'application, tu qui est gratuite ou pas du tout? La carte virtuelle est gratuite. Ok. La carte en plastique coûte 5 € et la carte en métal coûte 50 €. Ok. Une fois. T'as pas d'abonnement tous les mois. Tu payes pas ta carte tous les mois. Là, je te parle d'une fois. C'est juste pour payer les frais de création de la carte et d'envoi par la poste. Et comment je sais si la plateforme sur laquelle j'investis, elle est bien, si on va pas me voler mon argent, si par exemple, parce que moi, c'est première chose qui me vient en tête, c'est me dire, bah, je mets, je sais pas, mettons 1 000 € sur Trade Republic. Demain, Trade Republic ferme ou quoi, j'ai aucune garantie de revoir mon argent. Et comment je peux être sûr de... Si. Pour le coup, si. Ok. Parce que tu me dis... Bon, alors, non, déjà, je pense que c'est important de donner les quelques règles de base. Quand vous investissez sur une plateforme et que, je sais pas, le site web ou l'application, trouvez ça louche, vous allez sur le site de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, et il y a une liste noire des plateformes sur lesquelles il ne faut pas investir. Ensuite, vous regardez où la plateforme elle est basée. Si vous avez une plateforme basée déjà en dehors de l'Union européenne, on peut éviter d'aller investir là-bas. Angleterre, pas compris. Royaume-Uni, pas compris. Bah, le truc, c'est qu'avec le Royaume-Uni, tu vas avoir le problème de la devise aussi. Ok. Ce qui peut potentiellement te rajouter des frais. Mais je pense à Revolut notamment, qui est basé alors, au Royaume-Uni. qui ont une partie en France. Si Revolut, c'est très sérieux. Okay. Ils ont plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, donc il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez des plateformes basées, je sais pas, à Chypre, à Malte, c'est pas réputé pour être très bien contrôlé par le régulateur local. Donc ça, on évite. Ensuite, tu vas pas poser tes 1 000 € en une fois. Tu vas d'abord mettre 10 €, puis tu vas essayer de les retirer. Ok. Tu regardes si ça marche bien dans les deux sens. Ça marche bien dans les deux sens, a priori, c'est que tu peux récupérer ton argent. Ça, c'est les règles de base avant d'aller ouvrir un compte sur une plateforme d'épargne. Ensuite, sur la partie Trade Republic. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les banques en Europe, en France et en Allemagne notamment, garantissent la liquidité qu'il y a sur les comptes. Donc, il y a 100 000 € qui sont garantis. Donc, en espèces jusqu'à 100 000 €. Jusqu'à 100 000 €. Okay. C'est garanti par les États. Donc, tout l'argent, imaginons que Trade Republic fait faillite demain. Celle qui est en espèces. Hein.
Celle qui est en espèces, c'est-à-dire pas Donc, celle qui est l'argent- investie. Exactement, Oui, celle ok. qui est non investie, celle-ci, Celle qui est sur un elle est compte garantie par les États. Ok. Exactement. À hauteur de 100 000 euros, et pour le Luxembourg, c'est sans limite. Donc si une banque fait faillite, peu importe l'argent que j'ai sur mon compte, tant que je dépasse pas les 100 000 euros, je serai remboursé quoi qu'il arrive. En par France, l'État. oui. Même si la banque n'est pas française. Non. Non, nous, c'est pas. On est du coup sur le fonds de garantie d'État de l'Allemagne. Mais c'est les mêmes lois. Mais c'est les mêmes lois Ok. et c'est les mêmes montants. D'accord. Et ensuite, pour l'épargne que tu as investie, il n'y a pas d'impact, si tu veux. Le titre, l'action totale dans laquelle tu auras investi, elle est chez un dépositaire. Un dépositaire, c'est une filiale de banque, en fait, qui a pas d'autre fonction que de détenir les titres. Ok. C'est une sorte de coffre-fort. Tu vois. Donc, si Trade Republic fait faillite, tes titres, ils sont toujours là. Et tu demandes, vous me les envoyez sur mon compte à X banque. Ok. Et tes titres sont toujours là, si tu veux. Ça, si on parle des actions, donc. Ouais, des donc, actions, des obligations, des titres financiers. donc ça, je peux Les titres changer. financiers sont pas dans le bilan comptable de Trade Republic. Et donc ça, concrètement, je peux changer si jamais demain je suis sur une plateforme et enfin il y a deux plateformes, imaginons, pour acheter des actions. Je peux changer d'une plateforme à l'autre mes actions, puisqu'elles sont pas détenues par la plateforme, elles sont détenues. Alors, Elles sont dans une entreprise bancaire, financière, qui a pas de lien avec le marché, si tu veux, qui a juste pour unique fonction de détenir les titres. La plateforme permet de faire le lien entre cette institution-là et le particulier. Exactement. Okay. Et ça, c'est notamment en place, c'est obligatoire depuis la crise des subprimes de 2008 dont on parlait au début. Parce qu'avant, les plateformes pouvaient faire ça. En fait, c'est pour éviter le risque systémique. D'accord. Donc, est-ce que tu peux expliquer On ségrègue, c'est pour éviter l'effet domino. Ok. Et en fait, du coup, on ségrègue les actifs des gens. C'est pour ça que tes titres ne sont pas détenus chez Trade Republic, mais ils sont détenus dans une banque qui, elle, fera pas faillite parce qu'elle n'a pas de lien avec les marchés. Et que toi, du coup, tu pourras les récupérer. Concrètement, ces banques-là, on les connaît, Oui, c'est souvent des filiales des grandes banques, si tu veux. D'accord. SGSS, donc Securities Services. Securities, c'est un actif. D'accord. Donc, c'est des filiales, en fait, qui... filiales des grosses banques traditionnelles. Généralement, oui. Donc, nous, on bosse avec la filiale d'HSBC. Ok. Donc, les banques traditionnelles, vous n'êtes pas là pour remplacer les banques traditionnelles. Vous êtes un acteur qui travaille avec elles aussi. En partie. L'ambition est grande, c'est ça? On regarde comment on peut en faire plus pour nos clients. Globalement, et si ça passe par développer des nouvelles activités qui nous permettent justement de maîtriser encore plus nos coûts, plutôt que d'être dépendant d'un partenaire, pourquoi pas? Parce que vous, aujourd'hui, vous vous occupez que des particuliers? Oui. Vous faites pas par exemple, vous travaillez pas avec des entreprises, vous faites pas des gros produits pour... Non. Notre mission, c'est vraiment d'aider les gens, pas les entreprises. Est-ce que tu recommanderais des créateurs? Justement, tu disais aujourd'hui sur Internet, vous trouvez tout. Est-ce qu'il y a des créateurs qui sont plus fiables que d'autres pour investir et donner des meilleurs conseils? Je vais pas donner de nom, parce qu'évidemment, ceux avec qui je travaille et qui ne seraient pas cités vont m'en vouloir. Non. Et, en fait... Comment on repère alors un bon créateur? Déjà, un bon créateur, il ne vous dit pas « investis là-dessus, ça va faire 10%, 20%, 30%. » Si quelqu'un vous dit ça, c'est pas bon. Si quelqu'un vous dit avec 100 euros, suivez mes conseils et vous allez devenir riche, c'est pareil. C'est pas sérieux. Ok. Par contre, le créateur qui va t'expliquer les concepts, le créateur qui va te donner des exemples chiffrés sur ce qui s'est passé, le créateur qui investit personnellement aussi dans ce qu'il te propose, là, c'est déjà plus sérieux. Okay. Globalement, c'est facilement identifiable. Juste quelqu'un qui est mesuré et qui explique... Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent facile et rapide, ça n'existe pas. On peut pas se dire demain, je me lève, j'investis sur telle action, elle va faire x100, c'est bon, je suis riche, je pars à Dubaï et terminé. Ouais, voilà. Personne n'a la science infuse. Personne n'a la boule de cristal. Celui qui te dit achète telle action, demain elle va monter, il ment. Il n'en sait rien. Vraiment, il n'en sait rien et personne n'en sait rien. Okay. Le prix d'une action, ça monte parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Personne connaît à l'avance la demande qu'il va y avoir sur une action.